Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode autour de relations avec les enfants. Moi, c'est Esther, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Et je suis très heureuse de vous annoncer une longue série autour de la santé chez les enfants. Nous aurons l'occasion de parler de la santé émotionnelle, la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle. Parce qu'un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui se développe. Un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui s'épanouit. Un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui sait donner le meilleur de lui-même. Un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui court derrière sa destinée. Et en tant que bâtisseur de vie, bâtisseur d'avenir, nous avons cette responsabilité aussi de les accompagner dans le domaine de la santé. Et je ne serai pas seule durant tous ces épisodes. Je vais partager ces plateaux avec des spécialistes de santé. Je vais partager ces plateaux avec des cardiologues, hématologues, dentistes, pédiatres, psychologues, des mères des familles qui sont pleinement dans la parentalité. Avec eux, nous allons échanger sur la santé de nos enfants. Et nous allons cette fois-ci vous donner l'occasion de poser vos questions. Alors, pour s'y faire, restez connectés. Partagez ces vidéos et nos spécialistes seront là aussi dans nos commentaires pour répondre à vos questions. Alors, comme je l'ai dit toujours, ouvrez vos cœurs, attachez bien vos ceintures parce que nous allons monter en connaissance à très bientôt. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des deux organes vitaux nécessaires et très importants pour le bon développement de nos enfants. Nous allons parler du cœur, nous allons parler du sang. La santé du cœur et la santé du sang. Et pour ce faire, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur de partager ces plateaux avec deux spécialistes de santé. Et je vais devoir les présenter, les accueillir pour leur dire combien je suis très heureuse de les avoir avec moi ici. Je commence par leur dire bonjour Christelle. Bonjour Esther. Bonjour Richie. En tout cas, bienvenue. Karib Sana, sentez-vous très à l'aise parce que il y a beaucoup de gens, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre. J'aimerais juste préciser que nous allons partir vraiment des connaissances générales de ce qui est important à savoir, ce qui est nécessaire à savoir, ce qui est nécessaire à faire aussi par précaution, je dirais, comment s'y prendre le plus tôt, quels sont les signes qui peuvent nous alarmer en nous disant que là, il y a un problème et que nous devons vite aller voir des spécialistes de santé. Alors pour aujourd'hui, je venais de le dire tantôt, nous allons parler de la santé du cœur et de la santé sanguine. Comprendre le cœur et les sangs pour mieux protéger nos enfants. Alors, on va en vite, c'est le cœur. Oui, un élément très nécessaire et vital. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le cœur et nos enfants? Déjà, comme tu l'as dit, le cœur, c'est un organe noble, c'est un organe vital, puisque c'est celui qui est chargé de pomper le sang dans tout l'organisme. Et donc, pour qu'un enfant puisse grandir correctement, qui met un cœur en bonne santé, qui peut pomper le sang dans tous les organes. Donc voilà, c'est parmi les organes centraux du corps humain. Alors pour le cœur, est-ce que, en ce qui concerne la bonne santé du cœur, il est important de connaître, est-ce que nous prenons soin du cœur de nos enfants quand ils naissent ou bien quand ils sont dans le ventre? Alors, le cœur se forme déjà durant la vie intra-utérine, c'est-à-dire lorsqu'il est dans le sein de sa maman. Déjà à ce stade-là, il faudrait que la maman évite de manger ou de prendre certaines substances qui pourraient être néfastes pour son enfant. Mais même après la naissance, pendant que l'enfant est en train de grandir, il y a des précautions à prendre pour lui permettre de bien grandir et d'éviter d'avoir certaines maladies liées essentiellement à la nutrition ou à l'environnement. Donc voilà. Ok, très important. Vraiment, ne passez surtout pas à côté de ces échanges. Je suis sûre que vous allez vraiment tirer bénéfice de chaque parole qui va sortir sur ces plateaux. Et pour parler du sang, la santé sanguine, Christelle, tellement... au fait, les sangs, vital aussi, non? Bien sûr, vital aussi. Hein? Alors, qu'est-ce que nous sommes censés savoir, premièrement, en ce qui concerne la santé sanguine? Comme Richie l'a dit, est-ce que c'est aussi ou c'est quand l'enfant vient
Oui, déjà, c'est de savoir que le sang, c'est vital. C'est vital parce que c'est le sang. Et il commence justement, sa formation commence déjà dans la vie intra-utérine. Hein. Déjà, un fœtus a la capacité, à un certain âge, de former des vaisseaux et de former des cellules sanguines. Parce que le sang, de base, s'il faudrait qu'on en parle de façon basique, c'est un liquide rouge, parce que quand on se blesse, on peut voir qu'il est rouge et un peu visqueux, et qui détient des cellules, et chaque cellule a une fonction assez particulière. Et donc, c'est vital parce qu'il nous aide à transporter l'oxygène vers les différents organes, certains nutriments vers les organes aussi, à libérer certains déchets que l'organisme produit suite à certains métabolismes. Et donc, c'est vital. C'est important comme il y a du sang. Ok, bien sûr, le sang est vraiment un élément vital comme nos spécialistes viennent de le dire. Et je vais vraiment préciser, c'est des spécialistes dans le sang et dans le cœur, mais comme ils ont l'habitude de pratiquer, ils sont en contact avec toutes sortes de patients. Nous allons nous focaliser sur l'enfant parce que c'est notre focus, nos émissions sont toujours autour des enfants. Et alors, Christelle, je voulais savoir, est-ce qu'il est-il possible qu'un enfant naisse avec une maladie de sang? Ah oui, il y a des maladies qui sont dites congénitales, qui ce sont des maladies de sang que l'on reçoit des parents. Okay. Je prends juste pour exemple, par exemple, la drépanocytose ou la maladie SS est commune. Alors ça, ce sont des maladies avec lesquelles on naît parce qu'on reçoit de façon génétique chez les parents. On finit peut-être avec manifestation un peu tardive, mais on peut mettre avec. Mais à part la drépanocytose, et est-ce qu'il y a autre maladie avec lesquelles l'enfant peut naître, mais qui peut être traitée, soignée? Oui, déjà, la drépanocytose, elle est traitée. On n'est pas guéri, pas guéri. On peut prévenir. Prévenir, la prévention, c'est lors du choix du conjoint. Voilà. La prévention est un peu plus haut, avant que les deux conjoints se rencontrent, jamais la femme, voilà. Mais une fois qu'on est ensemble et qu'on a un enfant, voilà. Donc, ça veut dire que dans l'enfance, c'est juste la prise en charge, en fait. Oui, il y a la prise en charge, mais aussi il y a des traitements qui sont curateurs, qui peuvent aider, qui peuvent traiter la maladie, telle que la greffe de moelle. On peut faire une greffe chez un drépanocytaire et ça va l'épargner de toute évolution ou les complications de la maladie. Ok, super. Je posais la même question. Est-ce qu'un enfant peut naître avec une maladie cardiaque? Absolument, et c'est parmi, on va dire, les causes les plus fréquentes. Les maladies du cœur d'un enfant, elles viennent déjà à la naissance. Et malheureusement, elles passent souvent inaperçues. Alors, pour enchaîner en termes de glucose, là, je l'ai dit en entrée, c'est la mère qui doit éviter déjà de prendre certains antibiotiques, certains aliments, avoir certains types d'infections, certains types de gris qui peuvent gêner la formation du cœur de l'enfant durant la vie, dans le sein de sa maman. Et donc, à la naissance, il peut naître avec des malformations. C'est une catégorie de maladies qui viennent avec la naissance. Une congénitale, comme on a dit, Christ. Ok. Et alors, ça veut dire que quand c'est pas possible qu'un enfant naisse avec des problèmes cardiaques si sa maman a pris toutes les précautions possibles, notamment éviter par exemple de prendre des antibiotiques sans prescription médicale, éviter d'attraper des grippes qui peuvent... Donc ça veut dire que si une mère est totalement réglo dans sa façon de vivre, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de chance pour que l'enfant naisse avec des problèmes cardiaques. Alors ça c'est une bonne question parce que c'est difficile de tout éviter justement. C'est difficile d'éviter d'avoir une certaine grippe par exemple. Mais au moins, ce qui est sûr, il y a une catégorie de choses que l'on peut éviter pour que son enfant ne tombe pas malade. Par exemple, un parent qui est diabétique doit bien contrôler son diabète pour éviter que son enfant naisse avec certaines malformations. On dit à certaines choses que l'on peut éviter, mais à d'autres où on constate seulement que l'enfant est lié avec une malformation. C'était bien dommage. Mais... Oh, dommage. Mais on va. Alors, dès qu'un enfant naît,
en bonne santé, est-ce que cet enfant peut-il développer à la longue des maladies cardiaques? Absolument, absolument. Et là, c'est tout ce qui entre dans ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Ok. Il faut avoir une hygiène de vie correcte, savoir avoir une alimentation bien équilibrée, pratiquer du sport, parce que lorsque ces éléments ne sont pas contrôlés, eh ben, l'apparaît des affections, des maladies qui sont liées à ce mode de vie qui n'est pas sain, comme on l'appelle, et qui peuvent faire apparaître certaines maladies du cœur qui, cette fois-là, ne viennent pas à la naissance, mais viennent au cours de la vie pendant que l'enfant est en train de grandir. Et c'est possible. Ok, wow, c'est possible. Donc, chers parents, chers tuteurs, chers responsables des familles, chers responsables de foyer, il est ici très, très vital vraiment de savoir protéger les enfants parce qu'un cœur malade, c'est une vie, moi je dirais un cœur malade, c'est une vie perdue, hein, parce que après s'il y a des maladies qu'on ne sait pas traiter, c'est compliqué. D'où la nécessité vraiment de, comme Richie venait de le dire tout à l'heure, de prendre soin de notre alimentation. On aura peut-être des temps de décortiquer, prendre soin, faire régulièrement l'activité physique. C'est très, très, très important, même pour les enfants. Et on va essayer de voir peut-être plus tard quelles sont les activités physiques qui peuvent favoriser la bonne santé cardiaque. Et vraiment, on a beaucoup à faire, en tout cas. On a beaucoup à faire. Et en tout cas, alors Christelle, je voulais savoir, perso, j'ai une question. Alors, est-ce que un enfant qui naît en bonne santé, sans problème de santé, peut-être de santé sanguine, est-ce que en grandissant, c'est la même question que je vais poser, cet enfant peut développer des maladies de sang? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, il faut dire que, il y a deux catégories. Il y a des maladies de sang qui sont dites bénignes et malignes. Et les deux, l'enfant peut les développer. Il y a une première cause d'ailleurs qu'on retrouve chez les enfants, ce sont les carences en fer. On parle des carences nutritionnelles, en fer, en vitamines. Alors, ce sont des enfants qui ne sont pas bien nourris, on ne suit pas correctement leur nutrition. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant est en âge de croissance. Et donc, il a des besoins qui sont un peu plus accrus parce qu'il croît, ses organes grandissent et lui-même grandit. Alors, souvent, chez les enfants, pour tout ce qui est bénin, on peut avoir, et qui soit acquis, des carences nutritionnelles. Mais n'empêche qu'un enfant aussi fasse des hémopathies ou des maladies de sang malignes, des cancers. Leucémie, la plupart, c'est des leucémies aiguës ou des nymphos. Et l'on retrouve le plus par lesquels. Et pour les causes, là, c'est encore dans, c'est pas trop connu, c'est pas trop bien déterminé pourquoi un tel peut faire une leucémie, un autre pas et tout. Il n'y a pas encore d'études qui prouvent, qui donnent des causes bien décrites, mais ça peut aider. Alors moi, j'ai une question, Christelle, parce que on a l'impression que on découvre la leucémie qu'à la fin. Genre à un stade vraiment où c'est comme s'il y a rien à faire, quoi. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu un cas où vous avez découvert ça bien avant et après une bonne prise en charge, il y a la guérison. Est-ce qu'elle peut guérir, en fait? La plupart des pathologies, des maladies dans nos pays en voie de développement sont souvent découvertes en retard. Parce que normalement, dans la santé, on se doit d'avoir des visites chez notre médecin traitant en dehors de toute pathologie. Et c'est dans ces visites, en faisant des examens routiniers ou simples, on peut découvrir déjà certaines anomalies et les découvrir avant. Alors, dans les pays développés, ça se fait parce que c'est toute culture, c'est comme ça. OK. De l'autre côté, dans les pays développés, oui, on découvre ça un peu plus tôt. Ça peut arriver qu'on découvre plus tôt. Et puis qu'on ait le temps de soigner. Parlant de la leucémie, c'est une maladie qui est incurable. Ça veut dire qu'on ne guérit pas, mais on parle d'une notion de rémission. Ce n'est pas la guérison, mais c'est la rémission. Ça veut dire qu'on te donne un traitement et à un certain niveau, la maladie n'est plus détectable dans le sang. Mais après, c'est une maladie qui peut toujours revenir après une année, 2 ans, 6 mois, 1 mois. Ça dépend de la canal d'hygiène.
Mais dans notre milieu, moi, toutes les leucémies que j'ai eu à voir, c'est vrai, c'était dans des stades assez avancés et ils n'ont pas, bon, des stades avancés. Alors, quelles sont les maladies sanguines qu'ils ne peuvent retrouver chez des enfants? Oui, quand je l'ai dit, un peu plus, le but, premièrement, sont les carences. Ok. Pour tout ce qui est bénin ou tout ce qui peut être acquis, voilà, parce qu'il y a des pathologies qui sont acquises et congénitales. Alors, quand c'est acquis et bénin, on a les anémies carentielles ou anémies nutritionnelles, des enfants qui font une carence en fer, en vitamine B12 ou B9, par manque d'apport pour la plupart, parce que les enfants ont un besoin en fer et en vitamines plus élevé, parce qu'ils sont en pleine croissance. Et on peut avoir d'autres maladies, hein, il y a tout plein, mais vraiment l'anémie carentielle, c'est le top. Et quand, pour ce qui est malin, on a parlé de leucémie, de lymphome qui peut observer chez l'enfant, mais ce qui est congénital, dans notre milieu, on a la drépanocytose, on a l'hémophilie, par exemple, ou la thalassémie. Ce sont des maladies qu'on croit être occidentales, mais il y a des hémophiles aussi ici chez nous. Il y a, enfin, quand je parle de nous, c'est à Mambashi. Il y a la thalassémie qui est un peu la sœur de la drépanocytose, et voilà, donc tout plein de maladies. Et comment prévenir, en fait, ces maladies? Par exemple, là, vous avez parlé de maladies bénignes. Comment faire pour que, justement, nous ne puissions pas tomber dessus? Parce que je suppose que, au début, peut-être qu'elles sont bénignes, mais avec le temps, elles peuvent devenir malignes, c'est ça? Non. Ah, le bénin, ça reste bénin. Ah ouais? Ça, non, une carence en fer, ça reste une carence en fer. Ok, on supplémente et puis c'est bon. Ok, donc pour la prévention contre les maladies bénignes, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors en général, pour prévenir les maladies de sang chez les enfants, déjà c'est chez les petits par exemple, il y en a qui recommandent de faire une supplémentation ou une supplémentation en fer en vitamine D12. On parle des apports, pas forcément parce qu'il y a une carence, mais il y a certains aliments, certains comprimés qu'on peut donner aux enfants. Ça prévient chez l'enfant et même chez la jeune fille qui vient de régler. Ok. Parce que aussi, ça peut arriver qu'on fasse des anémies chez une fille réglée. Et donc, on peut donner du fer en prévention, mais aussi on recommande un suivi médical. Alors, il faut avoir l'habitude de faire un contrôle chez son médecin. Un bilan sanguin une fois l'année, ça peut aider à prévenir. Et pour certaines pathologies, la drépanocytose, c'est les parents qui doivent connaître leur statut. Est-ce que je suis SS? Est-ce que je suis AS? Et ça te permet de faire le choix d'un conjoint qui n'ait pas de S. Et là, ça prévient et on n'a pas des enfants S. D'être regardant, bien nourrir les enfants. Ok. Et docteur Richie, voilà, vous avez quelque chose d'autre à ajouter là-dessus? Parce que vous êtes aussi dedans, hein? Oui, le cœur, le sang, tout dit, hein, le cœur et le sang vont toujours ensemble. Alors, s'il faut parler du cœur, en plus de tout ce qui est déficit, hein, tout ce qui est carence qui peuvent entraîner des maladies du cœur liées à des problèmes de carence, côté cœur, il y a tout ce qui est infection. Vous voyez par exemple les angines chez les enfants, les angines à répétition. Eh bien, ça augmente le risque de voir venir des maladies du cœur qui touchent ce qu'on appelle des valves. Et donc, l'apparition après 10 années, 15 années de maladies du cœur. Alors, il y a ces infections ORL, donc les angines à répétition qu'il faut bien contrôler. Et puis, à part les carences et les infections, il y a maintenant tout ce qui est surcharge. Vous avez les enfants qui sont de plus en plus inactifs, qui sont de plus en plus en surpoids. Eh bien, cette inactivité, cette sédentarité, ce surpoids, ça s'accompagne de l'apparition de certaines maladies du cœur. Donc, pour le cœur, ça va un peu dans les deux sens, dans la carence, les infections, mais même dans les excès. Alors, docteur, comment savoir qu'un enfant est en carence? Alors, comment redétecter une carence? Il y a des signes, hein, c'est pourquoi je rejoins Christelle quand elle dit qu'il y a nécessité d'avoir des visites médicales. Parce que dès que vous allez voir le médecin, il y a des signes qui l'alertent sur le déficit nutritionnel de l'enfant. Par exemple, le poids qui ne correspond pas à la taille, le poids qui ne correspond pas à l'âge, la présence des cheveux défrisés, une peau fripée. Il y a plein de petits signes comme ça qui font que dès que l'enfant arrive chez le médecin et qu'il détecte ça, il sait dire que cet enfant
présentent des signes de carence. Alors, est-ce que l'accélération d'un rythme cardiaque peut aussi être un signe ou d'alarme pour veut dire qu'il y a un souci? Alors, je vais dire oui et non. Oui et non, parce que l'accélération du rythme peut être tout à fait normale. Par exemple, si on vous avance sur le monde des nouvelles, ni quand vous courez, le rythme s'accélère et c'est tout à fait normal. Et quand vous dormez, Et et quand l'enfant dort? Voilà, quand vous êtes au repos, en principe, vous devez avoir un rythme lent. Et si vous avez un rythme rapide alors que vous êtes au repos, ça peut être un des éléments qui oriente vers peut-être une autre maladie. Ok. Docteur, est-ce qu'il y a une méthode pour justement connaître ou détecter le bon rythme cardiaque? Je ne sais pas, avec l'horloge ou avec... Je ne voulais parler des montres connectées et tous ces gadgets. Ben oui, au cas où j'ai pas des montres connectées, est-ce qu'avec ma pendule, je peux me dire que tiens, je tiens peut-être le cœur de l'enfant pour me dire que non, là ça va vite ou ça va moins? Il n'y a pas de méthode comme ça c'est pas Ça va être très aléatoire, mais il faut dire que les mères sont très attentives. Moi, je vois la majeure partie des enfants avec maladie du cœur que je vois, l'alerte est souvent donnée par la maman qui vont dire par exemple que mon enfant ne respire pas bien ou j'ai l'impression que son cœur bat anormalement. Mais quand vous lui demandez mais qu'est-ce que tu appelles anormalement, elle ne saura pas vous dire mais elle est convaincue que le cœur bat anormalement et elles ont souvent raison. Donc j'imagine qu'il y a le rythme ou la vigueur dans les battements et qui alerte et qui pousse sa maman à l'emmener à l'hôpital. Ok. Alors comment faire, docteur? Concrètement, comment faire pour prendre soin du cœur de son enfant ou de ses enfants? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que nous devons absolument faire dans le quotidien, dans la vie de tous les jours? Voilà, je me répète, mais on n'a peut-être pas de moyens pour faire chaque an la visite au PEDS médical, mais on peut peut-être traditionnellement faire certaines choses, mettre en place des pratiques ou voilà, manger certains aliments concrètement. Absolument. Moi, j'aime bien réunir ça sous le terme ou sous la phrase améliorer l'hygiène de vie, c'est-à-dire manger ça, c'est-à-dire très peu de sel, beaucoup de fruits, légumes, crudités, toujours être bien hydraté, boire beaucoup d'eau, manger moins gras. Vous savez, actuellement, il y a les fast-food, il y a tout ce qui est pizza et tout. Et donc, manger moins gras, manger moins sucré, préférer les fibres, c'est-à-dire tout ce qui est les arachides. Ah oui, les fibres, quoi. Préférer le poisson à la viande, préférer le poisson à la viande. Et surtout chez les enfants, pratiquer régulièrement une activité physique. Au moins 30 à 45 minutes par jour. Ça, il faut le faire parce que la sédentarité amène beaucoup de problèmes. Ah oui, et chez les enfants qui sont un peu plus grands, on va dire pas d'alcool, pas de tabac. Bon et de vie changent et donc très rapidement les adolescents, il y a de l'alcool, du tabac, ce n'est pas bon. Donc, c'est ce que j'appelle l'hygiène de vie. En tout cas, l'hygiène de vie très, 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 très nécessaire. Moi, je retiens beaucoup d'arachides, boire beaucoup d'eau. Mais docteur, est-ce qu'il y a une quantité où, parce qu'on doit vraiment être regardant, il faut qu'on soit vraiment derrière ces petits-là pour toutefois vraiment le pousser. Et là, vous n'avez pas pris assez. Est-ce qu'il y a une quantité que nous pouvons... Une quantité fixe, non, je dirais pas. Il faut juste le stimuler à boire à volonté. Mais ne pas attendre d'avoir soif ou boire de l'eau, à volonté, prendre régulièrement un peu. Ok, docteur, mais est-ce que les sucreries peuvent impacter la santé de nos enfants? Ah oui, on a dit qu'il fallait manger moins sucré parce que le sucre, c'est un peu le carburant de l'organisme. Donc, plus il y en a, plus vous allez prendre du poids et plus les problèmes vont arriver. Donc, les sucreries chez les enfants, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, vous ferez l'expérience, quand vous allez donner des sucreries à un enfant, immédiatement après, il court dans tous les sens parce que vous l'avez donné beaucoup d'énergie. Ah ouais? Bon, là encore, il se dépense, mais un enfant qui se dépense pas, qui prend beaucoup de sucre, après, il prend du poids et puis les problèmes vont arriver à la suite. Donc, sucreries de moins en moins. Ok, docteur, j'ai une question. Vrai ou faux, la caféine, c'est pas agréable pour les enfants? Et la clope? Alors, il faut faire la part entre le café et la caféine.
Ben, tout ce qui est boisson, parce que j'en sais, mais il y a des boissons en fait avec de... Ah ben, je parle, tu sais, ces boissons et du café. Donc après, on peut prendre le café puis la caféine. Parce qu'aujourd'hui, même, Valon le voit un peu partout, un petit de 15 ans peut aller dans un supermarché, c'est prendre quelque chose avec la caféine. Et puis à la maison, il y a des tout petits qui disent tout le temps, pourquoi je ne dois pas prendre du café, moi? Moi, je veux le café. D'accord. Alors, si on a parlé du café, le café, lui, contrairement à tout ce qu'on dit, le café est bon. Ok, il ne faut pas empêcher à vos enfants de fumer du café. Et tous les jours? C'est à volonté, hein. Prendre les habitudes de chacun. Par Okay. contre, la caféine, toutes ces boissons énergisantes, ça, c'est pas bon. Voilà, c'est pas, j'ai dit, il faut faire la part des faisants. Ok. Ouais. En tout cas, chers responsables des familles, chers parents, chers tuteurs, chers éducateurs, nous avons tellement de choses à faire pour protéger le cœur de nos enfants. Je le disais tantôt, un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui va se déployer, c'est un enfant qui va vivre pleinement sa vie et c'est un enfant qui va courir vraiment très vite à sa destinée. Alors Christelle, dis-nous un peu, est-ce que la fatigue persistante chez les enfants peut être un signe d'un problème de maladie sanguine? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est même c'est parmi les premiers signes des maladies sanguines qui déjà que l'enfant c'est de l'activité. Un enfant qui ne bouge pas, qui est constamment fatigué, c'est un enfant qui a un problème. Et dans les maladies sanguines, la fatigue, oui. Il y a la fatigue, on peut avoir des saignements anormaux, saignements du nez, un enfant qui, pour un petit traumatisme ou un petit bobo, qui ne peut rien causer, mais chez cet enfant, ça fait un bleu. Ça peut être des signes d'attelle. On peut avoir des infections à répétition. Il y a des critiques qui a parlé des infections de la sphère orale. À répétition, chez un enfant, ça peut être un signe d'appel. On peut avoir aussi des adénopathies, des ganglions. Oh bien là, l'apparition des ganglions et surtout quand ces ganglions sont traînants et que il n'y a pas une infection, un rhume ou un trou dans la dent et tout. Et c'est un gonflement qui traîne, ça peut être aussi des signes d'attelle. Au petit bébé, voilà, ça demande aux parents d'être regardants. Mais comme il a dit Richie, les mamans, elles sont très regardantes. Et elles connaissent très bien leurs enfants. Alors souvent, quand elles remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, certaines fatigues inhabituelles, c'est très facile de venir consulter. Alors Christelle, dis-moi, est-ce qu'il y a par exemple un petit qui se glisse et il y a beaucoup de sang qui coule? Parce que tu peux peut-être te gratter avec, je sais pas, un objet, un mur, tout ça, ou peut-être un enfant peut tomber du genou. Mais après, il y a peut-être chez d'autres, quand ils se grattent, juste, il y a beaucoup de sang qui peut. Tu vois ce que je veux dire? Des écoulements abondants. Est-ce que c'est des signes aussi pour dire qu'il y a un souci au niveau du sang? Bon, oui, mais après, je veux pas que les parents soient atterrés parce que je sais pas ça le vu. Mais c'est que quand vous remarquez qu'il y a un signe qui revient constamment, ouais, ok, un enfant qui se blesse et qui saigne anormalement pendant longtemps. On prend 6 heures pour une petite doglée sans que le saignement ne s'arrête parce que l'organisme est fait de telle sorte que quand il y a une hémorragie ou un saignement, que la brèche se ferme automatiquement avec toutes les cellules qu'on a. Mais quand ça saigne anormalement longtemps ou encore quand ça devient répétitif, c'est un enfant qui saigne du nez constamment. C'est un enfant qui, quand il va à l'école, chaque fois il revient, il a des bleus parce que, on t'a tapé, non, je jouais avec mes amis, mais je me suis cogné, j'ai eu ce gonflement. Ouais, alors tous ces signes, oui, ça peut être des signes d'alerte. Mais il ne faudrait pas que quand ça saigne une fois, que les parents, non. Il faut vraiment que ça soit des trucs qui se respectent. Alors là, il faut consulter. Ok, alors là, nous sommes en train déjà de finir. Et alors, quels sont ces signes? Est-ce que tu peux nous énumérer ces signes d'alarme ou d'alerte pour détecter les maladies sanguines chez des enfants? Oui, c'est pas particulier, hein. C'est des signes en fait qu'on peut retrouver pour beaucoup, mais c'est plutôt des signes qui vont pousser les parents à voir un médecin. Donc, voilà, c'est déjà la fatigue. On a parlé de la fatigue, on a parlé des saignements anormaux, on a parlé un parent qui se rend compte que sur une année, 3 fois, 4 fois, ou encore pour les maladies aiguës,
Sur un mois, c'est 4 fois qu'un enfant fait une infection de la sphère orale, otite, angine qui se répète à chaque fois. Et on a parlé des ganglions. Il remarque qu'il y a un ganglion qui pousse. Ça peut disparaître, mais quand ça réapparaît, tout ça, soit ces différents signes. Il y a chez certains enfants, on parle souvent de la rate. C'est une rate qui peut être palpable. Ou voilà, un foie qui est palpable. Quand on lave son entrant, on peut palper tout cela. Ce sont des signes d'alerte. Et voilà, tout ça. Comment, pour finir, comment prévenir complètement les maladies du sang? Bon, les parents, ça y est, regardant, veiller sur les enfants. Du moins, pour ce qui est acquis, c'est la prévention, c'est la nutrition, encore une fois. Un enfant qui grandit a besoin d'une alimentation équilibrée, riche par l'eau, les ingrédients. Parce qu'après, quand un enfant prend beaucoup de bonbons, il ne mange pas suffisamment. On n'a pas le temps de manger les légumes. Les enfants n'aiment pas les légumes. S'il faut manger du légume, il faut manger du poisson. La pizza, c'est très bon, oui, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut. Ça, il faut... moi, je ne vais pas dire que poisson sans viande. Mais oui, on peut manger de la viande parce qu'en reste la vitamine B12 et tout. Mais il faut vraiment être équilibré, éviter les boissons gazeuses, il faut boire beaucoup d'eau, il faut faire du sport. Voilà, les chips, tout ça, c'est des coupes fins et au finish, les enfants ne mangent pas comme il se doit. Ok. Là, c'est la dernière des dernières, je te promets. Est-ce qu'un enfant, en se blessant avec un métal rouillé ou un métal, je ne sais pas, peut-être en partant au salon de coiffure qui se fait coiffer avec une lame de rasoir déjà utilisée et atteinte, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de contracter la maladie du sang en utilisant un ciseau ou un métal qui était en contact avec une personne malade? Non, les pathologies sanguines ne sont pas transmissibles comme les maladies infectieuses. Là, peut-être dans le domaine des maladies infectieuses, oui. Il y a tout plein de trucs qui peuvent se transmettre, mais on sait qu'il y a les hénopathies. Non. La drépanocytose, c'est pas en coupant ses cheveux. La leucémie. Justement, pas que ces maladies, toutes ces maladies, des infections par exemple. Oui, les sons piquants ou les infections, mais ça, c'est du domaine de l'infectieux, c'est pas hémato. Quand on voit l'hématologie, c'est des pathologies du sang. Okay. Voilà. Qui ne sont pas transmissibles par ces voies-là, au Guinée. Ah, mais super, waouh! On va vraiment pas s'arrêter d'apprendre tous les jours. Alors, Richie, dis-nous, quels sont les signes d'alarme chez un enfant qui développe des maladies cardiaques? Alors, on va dire deux choses. Chez les tout petits, c'est déjà un retard de croissance. Un enfant qui ne grandit pas bien, comme je l'ai dit, qui a un poids qui ne correspond pas à sa taille ou à son âge, c'est déjà un premier signe qui devrait alerter les parents et se dire voilà. Deuxièmement, je parle d'abord des tout petits. Deuxièmement, il y a tout ce qui est infection respiratoire et répétition. Votre enfant est toujours malade. Chaque mois, il doit faire une bronchite. Si ces éléments-là, généralement, alertent ou disent qu'il y a peut-être une maladie du cœur qui s'est développée déjà depuis le 5 ans. Chez les enfants un peu plus grands, c'est-à-dire qui sont nés normalement et qui ont grandi par la suite, c'est généralement l'essoufflement, la prise de poids, la fatigue intestinale. Ces trois éléments, on les recoupe souvent sur l'acronyme EPOF, E-P-E-F, du essoufflement, prise de poids, fatigue et puis gonflement des jambes, ça on rappelle PDN. Donc dès que vous avez 3 sur 4 de ces éléments, il faut très vite se dire est-ce que mon enfant n'est pas en train de faire une maladie du cœur et écrire qu'il m'en rend sûr. Okay. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter par rapport à votre métier? Voilà, votre métier sûrement vous êtes en contact avec plein de gens, les enfants, les parents. Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué ou qu'est-ce que vous voulez qu'on sache au fait? Voilà, c'est ce que vous faites. Ça doit être merveilleux vous avez sauvé des vies. Oui, c'est vrai, on va dire, il y a du bon et du moins bon. Ce qui est bon, c'est surtout chez les tout petits, quand vous arrivez à résoudre un problème qui se pose et que vous voyez l'enfant grandir, aller à l'école, s'épanouir dans la vie, ça, c'est très réjouissant. Malheureusement, nous sommes dans des milieux où on ne peut pas tout faire, donc il y a de ces enfants-là chez qui très rapidement tu découvres la maladie, mais tu n'as pas beaucoup de solutions à proposer parce qu'il faut peut-être de la chirurgie lourde qui ne se fait pas.
Ça, par contre, c'est un peu triste. Donc, comme Christelle l'a dit, on veut vraiment être dans la prévention, il faut ne pas aller à cet âge. Mais un enfant qui grandit bien, qui vous sourit alors qu'il était triste, je vous assure que c'est vraiment réjouissant. Ah oui, hein, très réjouissant. Et tout avec toi, une histoire. Ah oui, c'est. En fait, c'est pareil. Le cœur et les centres, ce n'est pas. C'est déjà. Alors, moi, c'est pareil, hein, comme on dit, on fait une médecine, enfin, on n'a pas tout ce qu'il faut pour bien faire les choses, mais on fait ce qu'on peut. Ok. Et donc, par moment, moi, quand ça m'arrive d'avoir des anomalies, alertes au niveau des bilans que je demande, je croise les doigts. Je me dis, pourvu que ça ne soit pas ce à quoi je pense. Et j'avoue, il y a pas longtemps, j'avais eu un enfant comme ça, tu vois. Anomalie très profonde dans son bilan sanguin. Et il fallait aller dans des analyses très poussées. Par moments, c'est un peu lourd pour l'enfant de le supporter. Bon, après, je me suis dit, on se donne du temps, on se dit que c'est bénin, ça va passer. Ouais, heureusement que c'était bénin. Ah oui, et après que la phase infectieuse soit passée, tout est revenu dans l'ordre, alors ça fait plaisir. Mais quand après, c'est quelque chose qui est vraiment, comme on va parler des hémopathies inalies, mais on sait qu'on a les mains liées et qu'on ne peut rien faire, c'est de l'éveil. Et c'est pas évident, mais on accompagne toujours. Exactement, oui. Donc, ça veut dire, dans tous les cas, vraiment, la prévention, je dirais que c'est vital. Dans tous les cas, la prévention, c'est vital. Et vous avez bien suivi cette discussion. On n'a pas arrêté de parler de l'alimentation qui est nécessaire. Et il est de notre responsabilité de bien prendre soin de ces aliments. Oui, être regardant dans tout ce qu'ils mangent, dans tout ce qu'ils prennent, même quand tu dois aller à l'école, je sais pas moi où. Vraiment, nous avons cette lourde responsabilité. Alors, un mot de la fin, Christelle, pour finir. Il faut manger équilibré. Tout. Manger équilibré, il faut prendre soin de ses enfants. En fait, tes enfants, c'est un don. Ah, et c'est un cadeau du ciel. Et donc, quand vous en avez, prenez soin des enfants. Et puis, un autre mot pour la fin, les parents, faites-vous tester pour éviter d'avoir des drépanocytaires qui se répètent. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est un autre domaine. Mais voilà, de le faire. Il faut le faire, en tout cas, carrément. Et il faut les dire. Alors, Betty, pour finir, on me dit là. Moi, je dirais manger sain et bouger beaucoup. Allez, les plus jeunes, mangez sain, bougez beaucoup. Et les parents, soyez regardants sur vous. Regardons. Donc, pour finir ces podcasts, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Très chers parents, très chers responsables, très chers public. Vous savez vraiment ce que vous devez faire pour garder vos enfants en bonne santé. Alors, moi, je vous dis à très bientôt pour notre nouvel épisode. Portez-vous bien. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis le début, toutes ces personnes qui nous encouragent. Et je voudrais vraiment pas finir cette émission sans dire merci à Urban Design pour ces magnifiques lieux et la description pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, vous l'aurez dans la description. Et portez-vous bien. À très très bientôt et surtout prenez soin de vos enfants. Ciao. Ciao.